Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Alors aujourd'hui, on va parler monde agricole. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, si tu me suis dans les autres playlists, on parle davantage de vie étudiante, donc de vie à la ville. Mais j'avais envie de consacrer une playlist spéciale monde rural du Nord-Pas-de-Calais, en référence notamment à mes origines de cutéreux dont je ne suis pas peu fier. Alors tout de suite, voici dans cette vidéo comment reconnaître un cincier. Le cincier, c'est celui qui habite une cince, donc en patois une ferme, et tu vas voir que dans notre monde à nous, on est cincier, on vit cincier et on meurt cincier. Numéro 1, les cinciers ont la tête dure. Pourquoi? Parce que quand un gosse va venir au monde, on va lui dire très vite que il faut être responsable, il faut être terre à terre, la vie c'est du travail. Alors toutes les conneries du genre YOLO, on n'a qu'une vie, un peu les trucs d'hippie et tout, clairement non pas ici. Et ce qui va faire que tu vas très vite voir la différence entre un gosse de la ville et un petit cincier. Le gosse de la ville, bah, on va un peu l'enfermer, il va être comme ça, à moitié abruti devant les jeux vidéo, et on va le materner, ça va être le petit prince, la petite princesse, et concrètement, bon bah avec la pollution et tout ça, il va choper de l'asthme, etc. À la campagne, le petit cincier va très tôt forger son immunité. Il va être au contact des bêtes, on va considérer que un gosse c'est fait pour péter le feu. Alors voilà, c'est fait pour monter dans les arbres, c'est fait pour aller jouer dans le foin, aller faire dans la forêt des cabanes en mode Koh-Lanta, c'est fait pour faire du vélo dans les sentiers, aller camper je ne sais où. Donc voilà, ça c'est vraiment le mode de vie campagnard, et c'est un mode de vie qui est assez cool parce que finalement, naître à la campagne, c'est s'assurer d'avoir une enfance qui est assez heureuse et d'être un adulte épanoui. En contrepartie, on va, comme je te le disais, responsabiliser très tôt le petit cincier. On va lui dire, écoute, moi j'ai reçu de mes ancêtres autant d'hectares, ta mission de vie c'est de entretenir ces hectares, les faire fructifier, multiplier le patrimoine de X pour toi-même à ta mort donner à tes descendants un patrimoine qui est plus étendu. Pourquoi on fait ça? Parce que on considère que nous, en fait, les hommes, on n'est que de passage. Ce qui va rester, c'est les pierres des cinces et les terres. La terre et la pierre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le milieu agricole. Et en fait, concrètement, on considère que, voilà, c'est pas, on fait rien au hasard, on calcule toujours sur le long terme. Et ce qui va faire que on se prive beaucoup, et quand toi tu reçois ton héritage, c'est très important dans le milieu agricole, cet héritage c'est la labeur, la vie de tous tes ancêtres qui se sont saignés à la tâche les uns après les autres, qui se sont privés pour toi, et c'est à toi d'en faire bon usage. Autrement dit, tu dois être responsable, et si tu as le malheur d'être un mauvais gestionnaire, bah écoute, tu vas l'entendre pendant des générations, parce que nous, comme on dit, c'est celui qui bouffe la baraque. Et celui qui bouffe la baraque, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est celui qui va perdre non seulement ses terres, mais en plus les terres de tous ses ancêtres, et qui va, à cause de lui, briser la chaîne. Ça va être un peu le chaînon noir, si tu veux, et ce qui va faire que on va parler de lui comme étant voilà, celui qui a bouffé la baraque dans tout le canton, et même des générations suivantes dans ta famille. Voilà, tu seras celui qui a cassé la pyramide, on va dire. Autrement dit, si je te résume, dans les familles normales, il y a un vieux dicton qui dit « la première génération amasse, la deuxième profite, la troisième dilapide ». Et ben chez les cinciers, la première génération a amassé, la deuxième amasse, et la troisième génération doit amasser. C'est très mal vu de flamber, de pas bosser, parce que voilà, c'est un monde où le travail il est là, il va pas se faire toute seule, chez Bête elles vont pas aller se traire toute seule. Et par exemple, si tu prends l'exemple des vacances, mais c'était ultra mal vu de partir en vacances avant. Là on a les premières générations d'agriculteurs qui commencent à partir, mais voilà, c'est parce qu'elles arrivent maintenant à s'arranger, à se regrouper pour un peu déléguer le boulot. Mais sinon avant, voilà, c'était impensable de partir en vacances. Par exemple, si on le voit tourner en rond, on dit si t'as rien à faire, tu vas aller faire les moissons. Donc pour être certain de ne pas briser la chaîne et justement de ne pas engendrer de feignasses, ce qu'on faisait c'était que le petit, dès le plus jeune âge, on le mettait sur un tracteur et on observait sa réaction. Soit c'était un intellectuel et on voyait que bon, c'était pas trop son truc, alors on se disait bon bah, c'est pas grave, il y a du potentiel, on va s'arranger pour lui donner les moyens de faire des études longues.
soit on voyait que c'était plutôt un manuel et on se disait bon bah, pas grave, il reprendra la ferme. De toute façon j'ai envie de te dire, dans la vie c'est pas nécessaire d'être un grand intellectuel, hein. Ce qui compte c'est d'être malin. Et du coup voilà, bah, faut s'imaginer que le petit quand il grandit, nous on avait notre tapis de jeu et on jouait pas aux voitures, on jouait aux tracteurs. Alors on avait 2-3 tracteurs et puis à côté de ça on avait une quinzaine de remorques différentes. Et puis ce qu'on faisait, ben, on prenait un tracteur, on attelait une remorque, voilà, on enlevait, on mettait une autre remorque et puis c'était reparti. Et on faisait ça jusqu'à je sais pas trop quelle heure, mais voilà, on avait aussi une grosse ferme, enfin une ferme miniature quoi, et puis on avait plein d'animaux, et puis voilà, on fourrait un peu les animaux un peu n'importe où, on leur donnait des ballots de paille et puis basta quoi. Et bon, ce qui se passe maintenant, c'est que les gosses ils commencent à jouer aux jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo de Saint-Cyr, hein, c'est tu gères ta ferme tout en virtuel quoi, t'as ta ferme virtuelle, tes tracteurs virtuels, et puis tu gères ta ferme en ligne. Donc voilà, bah, c'était les meilleures années, hein. C'était une vie tranquillou, on était jeunes, on pataugeait dans le purin avec nos potes en caoutchouc, on s'en foutait. Franchement on était heureux, enfin j'ai envie de te dire, c'était une enfance un peu tranquille, à la ferme, sans stress. Et puis qu'est-ce qu'on faisait, bah, on n'était pas pour autant élevés comme des fragiles parce que bah, on voyait du sang très jeune, on voyait des animaux morts, des accouchements. Moi-même, pour la petite anecdote, on m'avait envoyé chez une orthophoniste, puis elle m'avait dit alors Charles, est-ce que tu as des animaux, des chats, des chiens, des poissons rouges? Et moi je lui ai répondu on a une vache mais elle est morte alors on l'a mangée. Et du coup elle a fait oh c'est affreux. Et du coup aussi pour rester dans la même logique, et ben le gosse on va l'emmener à la chasse, on va lui apprendre très tôt à tirer, parce que dans la mentalité agricole c'est savoir étendre son patrimoine mais c'est aussi savoir le défendre. Et si t'as la mauvaise idée d'aller cambrioler une cince, dis-toi que chaque cince a gardé son vieux fusil de chasse. Donc si tu te prends une balle dans le rectum, bah écoute, c'est entièrement ta faute et c'est bien fait pour toi parce que t'as pas à aller sur des terres qui ne t'appartiennent pas. S'il y avait une constitution agricole, et ben l'article 1, ça serait le droit à la propriété, l'indépendance, tu vois. Numéro 2, le Saint-Cyr privilégie toujours son instinct. Pourquoi? Parce que c'est un homme de la terre, parce qu'il travaille en fonction de la météo, et avec les années, il a appris à développer son flair. Ce qui fait que quand tu grandis à la ferme, en général, tu vas entendre de la part des ancêtres tous les expressions en rapport avec la météo, du style à la Saint-Machin il se passe ceci, à la Saint-Machin il se passe cela, et puis tous des signes un peu interprétés du style si un chat il mâche de l'herbe, ça veut dire qu'il va pleuvoir. En plus de ça, bah, tu apprends aussi tous les bruits pour appeler les animaux. Alors chaque famille a les siens, par exemple moi je vais t'en donner un, si tu veux appeler des poules, et ben tu fais et ça marche très très bien, je peux te le promettre. Donc voilà, en fait t'as compris que c'est du système D pour à peu près tout et n'importe quoi. Si tu es même dans une route de campagne et que tu vois un faisan un peu concon, en général c'est assez souvent qu'il se balade comme ça sur la route, un citadin il va avoir le réflexe de freiner ou bien de tourner le volant. Un Saint-Cyr qu'est-ce qu'il fait? Bah il accélère et bing, bah, hop, t'as gagné un repas. Et du coup pourquoi toutes ces réactions un peu à vif, un peu chaudes, un peu instinctives? C'est parce que bah, le monde agricole est un monde qui est assez dangereux. Au niveau des faits divers, mais t'as toujours des histoires pas possibles. Ça peut être une simple main qui est passée dans une machine agricole, tu peux perdre un œil à cause du retour d'une queue de vache, ça peut être l'histoire du vieux Saint-Cyr qui a fait son coma en plein milieu de ses porcs et du coup on l'a retrouvé à moitié bouffé. Moi la pire histoire qui m'avait le plus marqué c'était des enfants qui voulaient rejoindre leur père au champ, donc pendant la moisson, et pour lui faire une surprise c'était caché dans la paille, le père les a pas vus, il les a moissonnés, et au moment de retrouver les morceaux dans la paille, dans la moissonneuse batteuse, bah forcément c'est comme tout Saint-Cyr, il a des réactions plus extrêmes, il va pas par quatre chemins, c'était coup de fusil et puis voilà. Donc voilà, c'est toujours des drames, et ce qu'il faut comprendre c'est que l'homme de la campagne vit beaucoup plus sur le moment, dans l'instant on va dire. Pour te dire, du temps de ma grand-mère, c'était encore l'époque où les Saint-Cyr elles avaient des bonnes constitutions, elles avaient des grosses robes à fleurs, et puis guerre ou pas guerre, on s'en foutait, tu vois, on allait, les bêtes elles allaient pas se traire toutes seules. Donc voilà, le matin on prenait une petite tabouret, puis
Et puis dans l'étable, pendant ce temps-là, les avions, les Allemands, ils passaient au-dessus, ils bombardaient. Mais voilà, c'est tout, on s'écoutait pas. C'est un milieu où, voilà, on fonce, et on se posera des questions plus tard, tu vois. Donc, par exemple, moi, si je te prends mon prénom, moi, je le tiens d'un arrière-arrière-grand-père. Et puis, en fait, il avait décrété, il dit, ok, je veux bien aller à la guerre, mais je quitte pas ma jument. Alors, les mecs, bon, lui ont dit, ok, tu vas l'utiliser, mais dans ce cas-là, tu ravitailleras le front dans la Somme. Donc, ce qu'il a fait, et puis, bah, ni une ni deux, il était parti, quoi. Hein, tu vois, il lançait sa jument. Et puis, quand il sentait que les balles allemandes, elles étaient un petit peu trop proches, parce qu'il faisait... allonger la jument, et puis une fois qu'il entendait que c'était à peu près fini, bah hop, il était reparti quoi. Hein. Donc voilà, je pense que c'est des trucs comme ça, comme là le fait de ne pas se poser trop de questions, de pas être trop dans la branlette intellectuelle, tu vois, de dire allez, taillot, on y va. Tout ça pour te dire que un Saint-Cyr, s'il a envie de faire un truc, il le fera, s'il a pas envie de faire un truc, il ne le fera pas. Ça sert à rien de te ramener avec ta logique, avec des arguments, il va te répondre, va te gratter, tu vois. Moi je veux dire, ce que je considère vraiment de loin comme le plus gros défaut, ça c'est mes amis citadins me le disent tout le temps, ils me disent Charles, t'es chiant, t'es buté, t'es têtu comme une mule. Numéro 3, le Saint-Cyr a son propre style. Tu vas le voir à sa démarche, à sa posture, à ses fringues, et clairement tu peux le reconnaître entre mille. Quand il va marcher dans un champ, il va toujours avoir tendance à se courber et à regarder vers le bas parce qu'il faut examiner les cultures. En même temps, comme il se prend le vent en pleine face, bah forcément, hop, il agite ses bras un peu en les balançant. Et puis toujours ces jambes qui va jeter un peu, hop, gauche, droite, mais à un rythme très régulier parce que avec les sillons, faut pas écraser les cultures. Ce qui fait qu'en fait, grosso modo, ça te fait un peu un espèce de cow-boy. Et quand il va s'arrêter, il va, hop, mettre ses mains sur ses hanches, un peu en mode Miss France, tu vois, ou bien dans ses poches, comme ça. Et puis en général ça sera plutôt quand il réfléchit ou quand il apprend une nouvelle, il sera toujours ah ouais, d'accord. Oh. Et si tu veux reconnaître un Saint-Cyr qui est à table, tu regarderas sur les photos, il a toujours les bras croisés. Et si tu veux différencier, admettons, les jeunes Saint-Cyr de notre génération qui viennent des plus grosses familles, alors, au niveau cliché, c'est un peu le mec qui aura sa doudoune mais sans manches, une chemise à carreaux, ça va être des chaussures bateau, et puis de temps en temps le petit pull qui vient compléter la dégaine. Mais je sais pas pourquoi, ça se sent en fait, même au niveau du visage, du faciès, dans n'importe quelle cérémonie, je sais pas, tu sais reconnaître un agriculteur parce que c'est comme ça. Numéro 4, le Saint-Cyr connaît tout le monde. Alors moi quand je suis arrivé sur l'île, on était 3195 passes, et puis bon, moi j'ai gardé mes vieux réflexes campagnards, tu vois, donc à partir du moment où tu avais quelqu'un qui attendait l'ascenseur, ou bien un nouveau voisin, une nouvelle voisine en amphi, naturellement bah, tu lances la conversation sur un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que à la moitié de l'année, en général quand j'étais avec quelqu'un, il me voyait toujours faire coucou à quelqu'un. Et puis sur ce, cette personne m'a dit bah, comment ça se fait que tu connais tout le monde. Et je pense que c'est pas le Saint-Cyr qui est forcément plus ouvert, mais c'est le citadin qui, avec les années, a eu tendance à se refermer sur lui-même. Moi je vais te dire, ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé dans une grande ville, c'était l'indifférence des gens. Quand je suis arrivé dans le métro, j'ai vu tout le monde qui tirait la gueule, je me suis dit d'accord, ils ont le poids de la vie qui leur retombe sur les épaules. Je me suis dit d'accord, bonjour l'ambiance quoi. Et ce qui est aussi bizarre, c'est que genre tu peux avoir quelqu'un qui se fait agresser, il n'y a personne qui bouge, c'est trop bizarre. Genre les gens, ils se font, je sais pas, une espèce de frontière imaginaire dans leur tête, en mode ici c'est ma vie, ici c'est ta vie, et genre il peut se passer n'importe quoi à côté, genre c'est seulement qu'ils vont tourner la tête un peu en mode j'ai rien vu, je suis pas là, débrouille-toi. Et ouais, clairement moi ça m'a choqué. Nous au village, clairement, genre le voisin il a trop de haricots, bah il va t'en donner, toi si tu as trop de poires, bah tu lui en donnes. Enfin c'est plus ouvert quoi, enfin genre même les fêtes de village, il n'y a pas de communauté ou je sais pas quoi, tout le monde parle avec tout le monde. Pareil, je me dis des fois à la ville, genre le fait qu'ils prennent jamais des nouvelles de leurs voisins, des fois tu les connais même pas, c'est trop bizarre parce que genre ta voisine elle peut être en état de décomposition avancée depuis 2 jours, il y a personne, tout le monde s'en fout quoi, genre les gens continuent leur vie donc... Ouais, moi j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. Bon après on s'y fait, tu vas me dire, hein, mais
ouais, clairement, nous, fête de village, les gens te connaissent, ils savent pas forcément ton nom parce qu'on est beaucoup, mais ils regardent ta tronche, ils disent ça c'est le faciès de telle famille. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, toutes les sens, c'est toujours les mêmes adresses, hein, tout le monde garde les mêmes adresses, c'est juste les générations qui se succèdent, et ce qui fait que toi t'es scolarisé avec, dans les collèges de campagne avec les petits-fils des autres familles, et puis en général, toi tu sais remonter sur 4 générations dans certains arbres généalogiques. Donc voilà, avec tous les potins de village qui circulent, tu sais beaucoup de choses sur les autres familles, sur plusieurs générations. Eux-mêmes connaissent ta famille sur plusieurs générations, toi ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu grandir, et puis en fait concrètement quand t'as un enterrement, il n'y a pas plus concret, hein, tu peux faire limite un débriefing sur tout le monde. Quand les gens ils passent en chaîne là comme ça, on peut faire le machin, et limite tu peux dire voilà, lui c'est le fils un tel, il vient de telle ferme, il est originaire de tel village, il s'est marié avec la fille un tel, ensemble ils ont X hectares, ils font du bétail, ils font à côté je sais pas quoi. Après elle derrière c'est la nièce elle s'entend pas avec le cousin, et elle-même s'est mariée avec le fils de la ferme tatata, mais ils ont divorcé, et du coup ils sont partis en ville, elle s'est mariée avec un gars de la ville, enfin bref tu vois, tu sais tout. Hein. Numéro 5, le Saint-Sième, le classique. Alors quand tu vas chez lui, ce sont des maisons classiques, des meubles classiques, des décorations classiques, et dans chaque pièce tu as un crucifix parce que les agriculteurs sont quand même assez croyants. En général, les enfants vont au scout. Nous, on n'allait pas au scout, on était enfants de cœur de père en fils. Et en fait, tu commences l'année avec aller traîner les grands-oncles et les grandes-tantes en mangeant de la tarte, et tu la finis à la messe de Noël. Le plus folklore, c'est la Toussaint. Pourquoi? Parce que, comme avant dans le temps, on avait des grosses familles qui étaient dans le canton, et admettons, il y avait une ferme, on envoyait marier toutes les filles dans chacune des fermes. On se retrouve avec des arbres généalogiques qui sont complètement éclatés, et comme c'est important d'aller rendre hommage à tous les ascendants parce que c'est grâce à eux que tu es en vie, c'est eux qui chacun à leur manière ont apporté leur pierre à l'édifice, tu dois leur rendre hommage. Donc en gros tu charges une quinzaine de pomponnettes dans l'utilitaire et puis hop, tu fais toute la tournée des cimetières. Concrètement, nous comme on n'a pas beaucoup de temps, mon père il est au taquet, il se ramène avec le raclot et l'eau de javel, on fait le plus vite possible, et puis en général quand on a le bonheur de trouver une prise, c'est cool parce que justement on peut passer au Karcher. Pensez à mettre des prises dans les cimetières s'il vous plaît. Quand tu regardes les tombes, tu t'aperçois aussi que les prénoms sont classiques, parce que évidemment chaque famille garde plus ou moins les mêmes prénoms. Nous dans la nôtre, c'est toujours Pierre, Paul, Charles, Alexandre ou André. Voilà, et écoute, si tu as d'autres critères en tête pour reconnaître un Saint-Sié, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis à très bientôt. Allez, prends soin de toi, salut.